Bonjour à tous et bienvenue à la correction du formatif en vue de notre dernier examen de la session. Donc c'est le formatif là, qui nous fait réviser les chapitres 4 et 5 qui sont là à l'étude. Alors allons-y tout de suite. Premier numéro. On enroule un fil de cuivre de 1 mm de rayon de manière à former un solénoïde de 10 cm de rayon. Le solénoïde comporte 60 spires qui se touchent, donc elles sont collées là, une à côté de l'autre. Les extrémités du fil sont reliées à une pile de 1,5 volts. Le cuivre a une résistivité de 1,7 x 10 à la moins 8 ohms mètres. Déterminez le module du champ magnétique au centre du solénoïde. OK, donc on va commencer par se faire un petit schéma de la situation. Donc, un solénoïde, c'est un cylindre, comme ça. Bon, ça a l'air d'un rectangle, là, mais c'est un cylindre, OK? On a les extrémités là, circulaires, comme ça. OK? Puis nous, on veut le champ magnétique exactement au centre. Donc, si on se dessine un axe horizontal qui passe en plein centre, on veut le champ magnétique ici, en plein dans le centre. Ça veut dire que on est à l'intérieur du cylindre, donc on devra utiliser là, l'équation du champ magnétique créé par un solénoïde. Mais ici, avant de choisir notre équation, il faut qu'on vérifie est-ce qu'on peut faire l'approximation du long cylindre, du long solénoïde. Okay? Si oui, ben, ça va être une équation plus facile, puis sinon, ben, ça va être l'autre équation. OK. Donc, pour vérifier cette approximation-là, il faut vérifier que la longueur du cylindre, ou sa largeur, dans le livre, il appelle ça la largeur, là, cette dimension-là, il faut qu'elle soit beaucoup plus grande que cette dimension-là, que le rayon, là, finalement, là, du solénoïde. OK? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on compare. Première chose facile là, à vérifier, c'est le rayon du solénoïde. On nous le donne ici, là. De manière à former un solénoïde de 10 cm de rayon. OK, très bien. Mais 10 cm, là, c'est ça ici. De là jusqu'à là, ça c'est 10 cm. OK. Maintenant, pour ce qui est de la largeur, là, elle n'est pas donnée, la largeur. Il va falloir y réfléchir un petit peu. Comment on fait ça? Ben, on sait que finalement, la largeur totale du solénoïde sera égale à 60 fois le diamètre du fil. Pourquoi? Eh bien, c'est qu'on a un fil, on connaît sa dimension, 1 mm de rayon, puis on enroule le fil autour d'un cylindre. Donc, la largeur totale du cylindre va être égale à 60 fois la largeur du fil. Okay? Donc, 60 fois le diamètre du fil. Okay? Donc, si on fait ça, 60 fois le diamètre de 2 mm, ça donne 120 mm, puis 120 mm, ben, c'est 12 cm. Okay? Donc, ça veut dire que toute cette largeur-là, c'est 12 cm. Okay? Donc, j'en reviens à la question. Est-ce qu'on peut supposer que la largeur de mon solénoïde est beaucoup plus grand que le rayon de mon solénoïde? Non. C'est à peine plus grand. Okay? C'est du même ordre de grandeur. Donc non, je ne peux pas faire l'approximation du long solénoïde. Donc, je devrais utiliser l'équation suivante pour trouver le champ magnétique à l'intérieur. C'est mu0 fois petit n fois le courant qui circule dans le fil divisé par 2. Valeur absolue, cos de alpha 2 moins cos de alpha 1. Alpha 2 et alpha 1, c'était quoi déjà? C'était l'angle qui reliait, là, qui sous-tendait finalement la droite qui part du point P, qui m'intéresse, et qui va relier le début du solénoïde. Ça, celui-là, on peut l'appeler comme on veut, là. Ça peut être alpha 1 ou alpha 2. C'est pas grave parce que de toute façon, l'ordre ici aurait tendance à changer le signe, mais on est à l'intérieur d'une valeur absolue. Fait qu'on peut inverser alpha 1 et alpha 2, c'est vraiment pas un problème. Donc enfin, j'ai fait le choix d'utiliser mon alpha 1 comme ça. Donc mon alpha 2, la seule restriction, c'est que le alpha 2 doit être pris par rapport lui aussi à l'horizontale. Okay? Donc, il faut que les deux angles soient mesurés par rapport au même axe. C'est la seule obligation ici. Donc, ça veut dire que mon alpha 2, là, ça serait tout ça, comme ça.
alpha 2. OK? Bon. Donc, ce schéma-là, avec les dimensions que je viens de trouver ici, va me permettre de trouver là, alpha 1 et alpha 2. Donc, il faut que je complète là, cette équation-là. Commençons tout de suite par petit n. Le petit n qui est là, c'est une quantité de tours par unité de mètre de largeur du solénoïde. Donc, on l'avait vu là, dans les sections, le petit n, c'était grand N sur la largeur totale. 12 cm, là, ça, c'est ce qu'on appelle la largeur là, du solénoïde. Là. Okay? Donc, grand N, c'est le nombre de tours. On me l'a dit dans l'énoncé, c'est 60. Largeur du solénoïde, c'est 12 cm, donc on va le mettre en mètres, parce que je veux des unités de tours par mètre. Là. Donc, 60 divisé par 0.12, ça donne 500 tours par mètre. Très bien. Mu0, c'est une constante, on l'a. Le courant I, ah oui, le courant I, techniquement, je ne le connais pas. On ne me le donne pas dans l'énoncé. Ce qu'on me dit, par contre, c'est que les extrémités du fil sont reliées à une pile de 1,5 volts. Et le cuivre a une résistivité de 1,7 10-8. Bon, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut que je trouve tout d'abord la résistance du solénoïde. Donc, autrement dit, la résistance de tout le fil qui est enroulé autour de mon cylindre. Et cette résistance-là, je vais le faire ici, là, c'est une des sections qu'on avait vues, là, chapitre 3. Hein, c'est ρ fois la longueur du fil. Je vais l'écrire. C'est pas la largeur du solénoïde comme j'ai fait ici, là, même si c'est la même lettre, là, c'est L manuscrit. Là. Donc, la longueur du fil divisée par l'aire du fil. OK? Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse, là. Donc, résistivité, elle est donnée dans l'énoncé. C'est 1,7 fois 10 à la moins 8. La longueur du fil, ben là, il faut s'imaginer que mon fil, il est enroulé autour du cylindre ici et il fait 60 tours. Donc, la longueur de tout mon fil, ça va être 60 fois un tour de solénoïde. Hein, parce que je fais 60 tours. Donc, j'ai 60 fois un tour. Et un tour, ça a une distance égale à 2π fois le rayon du solénoïde. Ça, c'est 10 cm. Donc, 2π fois 0,1. Ah oui, c'est la circonférence du cylindre. OK? Divisé par l'aire du fil. Donc là, le fil, c'est comme si je prenais mon bout de fil, je le coupais, puis je regardais la section ici. Là. C'est la section d'un cercle, finalement. Donc, c'est π fois le rayon du fil au carré. Le rayon du fil, c'est donné dans l'énoncé, c'est 1 mm. Donc, 0,001 au carré. Ça me donne une résistance totale de 0,204 ohms. Voilà. OK? C'est bon. J'ai ça. Ensuite, je peux utiliser delta V égale à RI, hein, la loi d'Ohm. Delta V égale à RI. Je connais le delta V dans l'énoncé. C'est donné, ça vaut 1,5. R, c'est la résistance de mon solénoïde, 0,204. Et I, ben, c'est mon inconnu. Donc, on peut isoler le courant I. On trouve 7,353 ampères. J'ai le courant I, je vais pouvoir venir le rentrer ici. Dernière chose qui me reste à définir, c'est les alpha 1 et alpha 2 ici. Pour faire ça, on va faire de la trigonométrie. Donc, par exemple, regardez bien, je vais commencer par alpha 1. Je fais tangente de alpha 1 parce que j'ai tout ce qu'il faut pour compléter l'égalité ici. Une tangente, c'est égal au côté opposé à l'angle divisé par le côté adjacent à l'angle. Donc, si je reviens sur mon schéma ici, mon alpha 1, il est là. Donc, ce qu'il faut que je regarde, là, c'est mon triangle ici, comme ça. Là. Ce triangle-là, ici. Là. Donc, tangente de alpha 1, c'est égal à opposé, qui est 10 cm, divisé par adjacent. Adjacent qui est là, vous voyez que c'est la demi-largeur de tout le solénoïde. Donc, c'est 6 cm dans ce cas-ci. Hein? 12 divisé par 2. Donc, ça, c'est mon équation. J'isole alpha 1 avec tangente moins 1 de 10 sur 6. Et j'obtiens 59,04 degrés. Ensuite, pour alpha 2, ce que je vais faire, par symétrie, je le sais que l'angle qui est ici, là, c'est alpha 1 aussi. Hein, j'ai pas le choix, c'est une symétrie parce que mon point P est en plein dans le centre du solénoïde. Donc ça veut dire que alpha 2, qui est tout ça, vous pouvez voir que alpha 2, ce sera tout simplement 180 degrés moins le alpha 1 qui est ici à gauche. Donc 180 moins
alpha 1. Donc 180 moins 59,04, ça me donne 120,96 degrés. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, c'est mes données là, que je peux insérer dans mon équation ici. Donc, B est égal à mu 0, c'est une constante, 4pi fois 10 à la moins 7, pardon. La misère. 4pi, 10 moins 7, fois petit n qui était 500, fois le courant I qui est 7,353, valeur absolue, cos de 120,96 moins cos de 59,04. Ferme la valeur absolue. Il y a un divise par 2, je pense que j'ai oublié. Oui, c'est ça. Divise par 2 ici. Donc, on putain de ça et ça vous donne directement la réponse, là. 0.00238 Tesla. C'est la réponse du numéro 1. Numéro 2. Soit 4 longs fils parallèles à l'axe Z passant par le sommet d'un carré de 15 cm d'arête placé dans le plan XY et parcouru par les courants indiqués sur le schéma. En A, déterminer le champ magnétique résultant au centre du carré. Très bien. Ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder chacun des bouts de fil, puis on va regarder au centre du carré quelle est la direction générale faite par ce bout de fil-là. OK? Donc ça, c'est mon point au centre du carré. Et là, je vais dessiner à peu près les autres courants. Là. Courant I2, il sort de la page ici. Courant I1, il sort de la page ici. Courant I3, I3, il rentre. Excusez, donc on fait un X. 3, il rentre. Et I4 aussi, il rentre. Voilà. OK? Donc là, chacun de ces courants-là fait un champ magnétique ici au centre. Fait que là, on va regarder à peu près, avec la règle à main droite, quelle est la direction faite par chacun de ces courants-là. OK? Commençons par I1. I1, c'est un courant qui sort. Donc, avec la règle à main droite, je mets mon pouce, de la main droite, bien sûr, dans la direction du courant. Donc, mon pouce, il sort. Puis ensuite, mes doigts, je regarde, je place mes doigts vis-à-vis le point qui m'intéresse, là, le point P qui est au centre ici, là, comme ça. Puis là, je regarde, mes doigts, ils pointent par où? Ils pointent dans cette direction-là. OK? Donc, ça, c'est le champ magnétique fait par le fil 1. Souvenez-vous que autour du fil électrique, le champ magnétique est toujours perpendiculaire. OK. Regardez bien, on va prendre une feuille brouillon ici, là. Mettons, j'ai mon fil I1 ici. Je vous rappelle que le champ magnétique autour de ce fil-là, ça fait un cercle. OK? Donc, si je regarde, par exemple, mon point ici, ben, le champ magnétique à ce point-là, il est dans cette direction-là. OK? Et je pourrais tracer un pointillé comme ça, là. Toujours perpendiculaire, ça, ici. Là. OK? C'est très important, ça. Parce que dans notre énoncé, il va falloir qu'on décompose chacun des champs magnétiques créés par chacun des fils. OK? Donc, tout ça pour dire que si je fais un pointillé ici, là, un angle droit, ici, comme ça. OK? Bon, ça, c'est pour I1. I2, on va faire la même chose. Lui aussi, il sort, donc je mets mon pouce qui sort, puis là, je regarde mes doigts au point P. Par où il pointe? Il pointe par là, vers le bas, vers la droite. Donc, dans cette direction-là, ça, c'est B2. Et là, même chose, si je relie le point avec mon I2, ben, je suis à angle droit entre ce pointillé-là et mon champ magnétique créé par le courant I2. OK? Ensuite, I3. I3, il rentre. Donc, c'est un pouce qui rentre. Puis là, je regarde mes doigts au point P, ici dans le centre. Par où pointe-t-il? Ben, il pointe exactement dans la même direction que B2. Sauf que ça, c'est B3. Donc, B1 et B3 pointent dans la même direction, vers le bas, vers la droite. Et je vais faire la même chose avec I4. C'est encore le pouce qui rentre. Et là, je regarde au point milieu mes doigts. Là, vous avez peut-être de la misère à le voir, là. Mes doigts, hein, ils pointent par là, dans la même direction que B1. Comme ça, ça va être B4. OK, comment je fais pour le savoir? Ben, je pourrais relier ça comme ça ici, puis je sais que faut que ce soit à angle droit. OK?
Donc voilà, là, je les ai dessinés à peu près. OK? Évidemment, le champ magnétique total au point P, ici au centre, sera l'addition de B1, B2, B3, B4. OK? Sauf que les champs magnétiques qui sont là, ce sont des vecteurs. Donc, si ce sont des vecteurs, il faudra les décomposer dans les deux dimensions, donc en X et en Y. OK? Donc, ça, on sait qu'il faudra qu'on le fasse, mais avant de le faire, faisons juste calculer la grandeur de chacun des B ici. B1, B2, B3, B4. La grandeur de chacun, puis ensuite, je les décomposerai. OK? Donc, pour faire ça, j'ai besoin de l'équation qui me donne le champ magnétique créé par un fil. Et ça, cette équation-là, c'est celle-ci. Mu0 sur 2pi fois le courant qui circule, on va l'appeler I1 parce que c'est B1, divisé par R1. Et ce R-là, je vous rappelle que ce n'est pas le rayon du fil, c'est la distance la plus courte entre le fil et le point où je regarde. Donc, dans ce cas-ci, mon R1, ça serait la distance de mon fil qui est ici jusqu'au centre du carré, dans le fond. OK? Puis d'ailleurs, ça, ce R1-là, on le connaît pas. Peut-être qu'on peut penser qu'on le connaît, mais non, parce qu'on nous dit dans l'énoncé que les fils passent par le sommet d'un carré de 15 cm d'arête. OK, ça veut dire, je vais réutiliser mon brouillon de tantôt, là. Ça veut dire que si vous avez un carré comme ça, le carré a des arêtes de 15 cm 15, mais là, vous voulez la distance entre le coin du carré et le centre du carré. Donc là, si vous regardez le petit triangle que j'ai formé ici, nous, on veut cette distance-là. Là. Distance, on peut l'appeler R. OK? Mais cette distance-là, c'est l'hypoténuse d'un triangle qui a une base ici égale à la moitié de 15, donc 7,5, et une hauteur égale à la moitié de 15, donc 7,5. Okay? Donc, ma distance d'un coin de carré jusqu'à son centre, ben, pour le trouver, il faut qu'on fasse Pythagore. Donc, ce R-là, ça va être racine carrée de la base, 7,5 carré, plus la hauteur, 7,5 carré. OK? Donc, si on fait le calcul, cette distance-là d'un coin jusqu'au centre du carré, on obtient... calculer ici, dans mon brouillon, on obtient 10,61 cm. Voilà. Ça, c'est ma distance R que je vais utiliser ici. OK? Donc, allons-y. Mu0, c'est 4pi 10 moins 7 divisé par 2pi fois le courant I1 qui est donné dans l'énoncé, c'est 1 ampère, divisé par la distance R1. On a dit 10,61 cm, mais il faut qu'on le mette en mètres, nous autres, dans l'équation ici. Donc, 0,1061, comme ceci. OK? Juste pour vous simplifier la vie, regardez ici le premier terme à gauche, là. Le pi d'en haut vient annuler le pi d'en bas. Et le 4 sur 2, ben, je peux annuler le 2 d'en bas, puis le 4 en haut devient un facteur 2. Bon, ça me fait des choses de moins à pitonner dans la calculatrice. Donc, 2 fois 10 à la moins 7 fois 1 divise par 0,1061, ça me donne la grandeur du champ magnétique B1. Bon, si vous le faites, ça donne 1,885 fois 10 à la moins 6 Tesla. OK? Ensuite, on s'en va faire la même chose avec B2. On utilise la même équation. Hein? C'est juste que là, on va utiliser le courant I2 et la distance R2. La distance R2, ce sera donc la distance entre le coin ici et le centre du carré. Mais c'est un carré. Donc, ça veut dire que la distance d'un coin au centre, ben, ça va être vrai pour... Ça va être la même pour chacun des 4 fils. Hein? C'est un carré, on est au centre d'un carré, tout est symétrique, la distance, c'est la même, tout le temps. Okay? Fait que dans le fond, dans cette équation-là, pour le fil B2, la seule chose qui change, c'est le courant I qu'on va insérer. Parce que le reste, c'est pareil. Donc, 4pi 10 moins 7 divisé par 2pi. Ici aussi, il y a des choses qui vont s'annuler. 2pi en bas s'annule. 4pi devient 2. Parce que les pi s'annulent, le 4 sur 2 devient un facteur 2. Okay? Courant I2, c'est donné dans l'énoncé, ça vaut 2. Divisé par R, la distance entre le coin et le centre du carré. Coin au centre, ben c'est la même chose que coin du centre. Okay? Donc, 0,1061.
Donc, on fait le calcul. Finalement, ce résultat-là, on voit qu'il y a un facteur 2 de plus que le calcul que j'avais fait ici. Donc, c'est B1 fois 2, carrément. Là. Ça me donne B2. C'est-à-dire 3,77 fois 10 à la moins 6 Tesla. Ensuite, même chose avec B3. Même affaire, la seule différence, c'est que I1 ici va devenir I3. Fait que là, je vais tout de suite écrire la version simplifiée, là. OK? 4pi sur 2pi, on sait que ça donne 2. Donc 2 fois 10 à la moins 7 fois le courant I3, ben regardons ça, ça vaut 3. Divisé par la distance R, qui est encore une fois la même, par symétrie. Bon, ben ça va me donner 5,655 fois 10 à la moins 6 Tesla. Même chose avec B4. 2 fois 10 à la moins 7 fois le courant I4. Par magie, ça vaut 4. Et la distance du coin au centre, c'est toujours la même. Donc, 0,1061. On fait le calcul, ça donne 7,54 fois 10 à la moins 6 Tesla. OK, très bien. Donc, ça, c'est les grandeurs des vecteurs. Maintenant, je veux les décomposer. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont être faciles à décomposer. Parce que c'est un carré. Donc, si je regarde au centre du carré, l'angle qui est ici, c'est 45 degrés. Puis l'angle par rapport à l'horizontale, qui passe exactement dans le centre, ben, c'est aussi 45 degrés. Donc, ça va être des angles de 45 degrés partout. Puis cos de 45, ça donne la même chose que sin de 45. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que si je regarde mes vecteurs ici, regardez, mettons, je prends l'horizontale, là, ici. Là. Bon. Mais ça veut dire que B2 et B3 ont un angle de 45 degrés en dessous de l'horizontale, vers la droite. Et B1 et B4 ont aussi un angle de 45 degrés en dessous de l'horizontale, mais vers la gauche. Okay? Donc, je vais utiliser les angles de 45 qui sont là, ici de chaque côté. Okay? Et, bon, commençons par le faire en X. Donc, le champ magnétique total en X, ça va être la décomposition de B1 en X, plus la décomposition de B2 en X, plus la décomposition de B3 en X, plus la décomposition de B4 en X. Donc, je vais prendre B1, qui est ici, là. 1,885 fois 10 à la moins 6 fois, puis là je regarde, B1, ok, B1 pointe vers la gauche en X. Donc là, si je prends un système d'axe classique, là, X vers la droite, Y vers le haut, ça veut dire que B1 décomposé en X, vu qu'il pointe vers la gauche, il va être négatif. Donc je le prends négatif. Et pour obtenir la composante horizontale, il faut que j'utilise cosinus de l'angle. Donc, cos de 45. Je fais la même chose avec B2, B3, B4. B2, 3,77 fois 10 à la moins 6. B2, lui, par contre, regardez, il pointe en X, pointe vers la droite. Donc, c'est positif. Je n'ai pas besoin de rajouter un négatif. Donc, ça fois cos de l'angle ici, parce qu'on rappelle que je veux la composante qui est horizontale, donc adjacente. Cos de 45. Ensuite, on fait la même chose avec B3 et B4. B3, il est positif en X, donc plus B3 qui vaut 5,655 fois 10 à la moins 6. Plus, j'ai oublié, cos de 45, encore une fois. Plus, et là j'arrive à B4, là vous voyez, B4 pointe vers la gauche en X, donc c'est négatif. Négatif, B4, 7,54 fois 10 à la moins 6 fois cos de 45. Bon. Là, vous voyez, là, je l'ai écrit au long. Mais dans la vie, là, quand vous allez vouloir écrire quelque chose comme ça, je vous le montre, là, il y a bien des affaires qu'on peut mettre en évidence là-dessus qui va vous éviter d'écrire tout le temps les mêmes choses. Tout d'abord, le cos de 45, bien sûr, vous l'avez vu, on peut le sortir. OK? Donc, cos de 45, je le mets en évidence. Pas juste ça. Je peux aussi mettre le 10 à la moins 6 en évidence parce qu'il est là partout. OK? Donc, cos de 45, puis un fois 10 à la moins 6 que je mets en évidence. Donc là, ce qui me reste, c'est juste dans le fond, le début de chacun des champs magnétiques. Donc, moins 1,885
plus 3,77 plus 5,655 moins 7,54. Bon, voilà. Ça, tu sais, vous auriez pu m'écrire ça comme ça, j'aurais compris. Vous avez mis en évidence ça, ça. Voilà. OK? Bon. Et là, ici, surprise, si on fait ce calcul-là, ça donne 0 en X. Ouais. Ça donne 0 en X parce que si vous regardez les composantes, si on le fait bien correctement, évidemment, avec les bons signes, ça donne que ce qui est négatif ici vient annuler ce qui est positif ici. Puis, je pense pas qu'on aurait pu le voir avant de le calculer parce que chacun des courants n'ont pas la même valeur. Ils sont tous différents. Comme vous pouvez voir, tous les champs magnétiques sont différents. OK? Donc, si vous l'aviez vu, il aurait fallu vraiment bien me l'expliquer, là. Parce que c'est pas évident de dire que B2 plus B3 va être égal en module que B1 plus B4. Si vous l'aviez vu, bravo. Puis vous avez vu la symétrie, bien sûr, donc il y a 45 degrés de chaque côté. Si vous l'aviez vu, bravo. Mais il faut bien me l'expliquer parce que pour vrai, là, c'est pas un premier réflexe, mettons. OK? Mais bon, au pire, vous le faites au long, puis au final, vous arrivez à 0 si ça a été fait correctement. Moi, je vais faire la même chose en Y. BY. Puis en Y, il n'y a rien qui s'annule, parce que si vous regardez chacun des vecteurs ici, en Y, pointe vers le bas, vers les Y négatifs, donc tout va s'additionner, il n'y aura aucune annulation ici. Là. Bon, donc je vais faire la même chose, il va falloir additionner B1 en Y, plus B2 en Y, plus B3 en Y, plus B4 en Y. Et là, pour sauver du temps, je vais tout de suite appliquer ma mise en évidence. Là. Étant donné que je veux les composantes en Y, je vais tout le temps multiplier chacun des termes fois sin de 45. Donc, je le sais, je peux le mettre en évidence tout de suite. Je peux aussi mettre en évidence le fois 10 à la moins 6 parce qu'il va revenir à chaque fois comme j'ai fait en X. Fois 10 à la moins 6. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse attention, c'est de considérer que chacune des décompositions en Y va être négative. Parce que B1 pointe vers le bas, B2 pointe vers le bas, B3 pointe vers le bas, B4 pointe vers le bas. Donc, dans chaque terme, il y aura un signe négatif. OK, ben tant qu'à ça, je peux le sortir tout de suite, le signe négatif. Lui aussi, je peux le mettre en évidence. Donc, je le mets en évidence en avant. Puis là, les 4 champs magnétiques ici, je peux les additionner là, en valeur absolue, puis ça va être beau. Donc, 1.885 plus 3.77 plus 5.655 plus 7.54. Et bon, donc ça ici, évidemment, ça ne donnera pas 0. Donc, mon champ magnétique BY, ça va donner moins 1.33 fois 10 à la moins 5 Tesla. C'est normal qu'on ait quelque chose de négatif parce qu'on s'attendait bien que mon champ magnétique total pointe vers le bas, donc en Y négatif. Donc, si je veux écrire mon vecteur là, de façon plus officielle, là, plus proprement, là, mon champ magnétique total, vecteur, ça va être égal à 0 en X, donc je ne l'écris pas, mais ça va être égal à moins 1.33 fois 10 à la moins 5 J, hein, vecteur unitaire, qui veut dire en Y, voici combien que j'ai, bon, c'est ça. J, je peux mettre ça entre parenthèses et je termine avec l'unité des Tesla. Voilà, ça c'est ma réponse au numéro 2A. Je reviens, on s'en va faire le 2B, je vous rassure, le 2B va être drôlement plus rapide, vous avez besoin peut-être d'une ligne de calcul, là, pas plus. Donc 2B, déterminer la force magnétique qui s'exerce sur un électron se déplaçant à la vitesse de 4 fois 10 à la 6 mètres par seconde lorsqu'il passe au centre du carré, comme on peut le voir sur le schéma. Donc, on a un électron qui passe exactement dans le centre du carré. Donc, ça c'est le centre du carré. Mon électron se déplace vers la droite avec une vitesse que je connais. En A, on a calculé que le champ magnétique total ici, au centre du carré, il pointe vers les Y négatifs. Donc, il pointe vers le bas. Hein? C'est ça qu'on a calculé. C'est à ça qui sert le A. Donc là, moi, je vais trouver la force magnétique qui agit sur l'électron qui est ici, au centre. OK? Pour faire ça, on a besoin, bien sûr, de la force magnétique qui se calcule de la façon suivante. QVB sin de θ. Et pour la direction, ça va être la règle à main droite, comme on l'avait vu, V sur B. Okay? Commençons par juste simplement calculer là, la grandeur de la force magnétique ici.
Donc, ma force magnétique, c'est égal à la charge élémentaire, parce que c'est un électron. 1,6 fois 10 à la moins 19. Ici, je n'ai pas besoin de le mettre négatif parce que je suis juste en train de calculer une norme, une grandeur, donc je peux juste laisser faire les négatifs. Là. Donc, charge élémentaire fois la vitesse de ma particule, 4 fois 10 à la 6, fois le champ magnétique B en valeur absolue que j'ai calculé en A, c'est-à-dire 1,33 fois 10 à la moins 5, fois sin de 90. Ben oui, parce que l'angle θ qui est là, c'est l'angle entre la vitesse et le champ magnétique. Bon, on le voit bien ici, c'est un 90. Hein? Sin de 90, ça donne 1. Bon. On fait le calcul ici. Ça donne la grandeur de force magnétique suivante, c'est-à-dire 8,512 fois 10 à la moins 18 newton. Ça, c'est la grandeur. Mais maintenant, il faut aussi donner la direction de la force. Et pour cette direction-là, c'est la règle à main droite. Donc, règle à main droite, on met nos doigts dans la direction de la vitesse et on ferme dans la direction du champ magnétique. Donc, vitesse vers la droite, je ferme mes doigts vers le bas en direction champ magnétique. Droite vers le bas, mon pouce, il rentre dans la feuille. Donc, ça veut dire que ma force magnétique rentre dans la feuille. Donc, façon de le dire, ça c'est, ce serait négatif en Z. Non! Oh! Hey, là. Hein? C'était pour voir si vous suiviez. J'ai oublié quelque chose de très important. L'électron qui est là, c'est une charge négative. Donc, la charge négative, avant de terminer, il ne faut pas que j'oublie d'inverser ma main droite. Hein? Parce que la charge négative a pour effet de faire changer le sens. OK? Donc, vitesse sur champ magnétique, le pouce rentre, mais c'est un électron, donc j'inverse au dernier moment. Voilà, j'ai failli me tromper. Une chance, je me suis pas trompé. Donc, c'est une force magnétique sur l'électron qui sort de la feuille. Donc, on pourrait écrire vers les Z positifs. Ou bien, en vecteur, complètement vectoriel, on pourrait aussi écrire force magnétique égale 8,512 fois 10 à la moins 18. Z positif, c'est le vecteur unitaire petit k. OK? Mais sans parenthèse, Newton. Et voilà. Donc ça, c'est ma réponse au 2B. Poursuivons au numéro 3. Un électron ayant une vitesse de 2 fois 10 à la 6 mètres par seconde selon l'axe X positif pénètre dans une région où le champ électrique est de 220 volts par mètre vers les Y positifs, comme dans un sélecteur de vitesse. En A, détermine le champ magnétique perpendiculaire à V qui est nécessaire pour que l'électron ne soit pas dévié. OK. Donc, tu as un électron. Il se déplace vers les X positifs. Donc, ça, c'est sa direction, c'est sa vitesse. Là, on dit que lui, il va pénétrer à l'intérieur d'un champ électrique vers le haut. Donc, mon champ électrique vers le haut. Si le champ électrique est vers le haut, ça veut dire que l'électron sera attiré vers le bas. Donc, ça, c'est la force électrique qu'il subit. Okay? Parce que si on se souvient, ça fait longtemps, là, mais si j'ai un champ électrique qui pointe vers le haut, c'est comme si dans mon sélecteur de vitesse, j'avais une plaque en bas qui était positive, puis une plaque en haut qui est négative. Hein? Parce que le champ électrique, c'est du plus vers le moins. Donc, l'électron qui est ici, ben, électriquement, il va se sentir attiré vers le bas parce que la plaque du bas est positive, puis lui est négatif, donc ça s'attire. OK, bon, ça c'est la force électrique. Maintenant, pour empêcher cet électron-là de dévier, il faut que la force électrique, ici, soit compensée par la force magnétique. Donc, je veux m'arranger pour que la force magnétique sur l'électron pointe vers le haut. Donc, non seulement je veux que... Bon, c'est plus F magnétique, c'est FM que je devrais écrire, là. Donc, non seulement je veux que force magnétique pointe vers le haut, mais en plus, je veux que la grandeur de force magnétique soit égale à la grandeur de la force électrique. On peut écrire ça comme ça, force électrique égale à la grandeur de force magnétique. J'ai pas le choix, il faut que les deux soient égales en grandeur, parce que s'il y en a une qui est plus grande que l'autre, ben nécessairement l'électron va dévier dans cette direction-là. OK? Je suis désolé si vous entendez quelqu'un qui ronfle, c'est mon chien qui est à côté.
Oui, oui, c'est mon chien. Un gros chien, j'ai un grand danois, puis il fait bien du bruit, mais c'est ça, il dort. Il est inoffensif, il me dérange pas trop, c'est pas pire. Je suis désolé si vous l'entendez, là, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Là. OK, donc je vais remplacer ici force électrique et force magnétique par leur équivalence. La force électrique, c'est QE, hein, dans la feuille de formule, comme on a appris à le voir. Force magnétique, ben là, c'est un électron qui est chargé, qui se déplace dans un champ électrique. Donc, c'est exactement l'équation que j'avais ici, là. Q, V, B, sin de θ. Vous voyez, de chaque côté, il y a Q, la charge, ça s'annule. Sin de θ, ben, le θ ici, c'est l'angle entre le champ magnétique et la vitesse. Ça va être 90, cet angle-là. OK? On n'a pas le choix, là. Tiens, je vais le remplacer tout de suite. Parce que ma vitesse, elle est vers la droite et je veux une force magnétique purement vers le haut. Donc, pour faire ça, ça veut dire que mon champ magnétique, j'ai deux choix. Ou bien le champ magnétique, il rentre dans la feuille, ou bien il sort de la feuille. Mais dans les deux cas, l'angle entre le champ magnétique et la vitesse, ça va être 90. OK? J'ai pas le choix. Donc, tout ça pour dire que ici, dans mon équation, il me reste E égale V fois B. Le champ magnétique E, il est donné dans l'énoncé. C'est 200 volts par mètre. Vitesse, c'est aussi donné dans l'énoncé. C'est 2 fois 10 à la 6. Et B, c'est mon inconnu. Donc, j'isole la valeur de B. 200 divise par 2 fois 10 à la moins 6. Ça me donne 1 fois 10 à la moins 4 Tesla. Bon, ça c'est la grandeur du champ magnétique. Maintenant, il faut que je trouve c'est quoi la direction du champ magnétique. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, j'ai deux choix. Ou bien mon champ magnétique... Tiens, on va les tester les deux. Ou bien mon champ magnétique rentre dans la feuille, ou bien mon champ magnétique sort de la feuille. C'est un des deux. Parce que... Pourquoi c'est un des deux puis c'est pas rien d'autre? Ben, n'oublions pas que une force magnétique doit toujours être à la fois perpendiculaire au vecteur vitesse, mais à la fois perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Donc, la seule possibilité pour que FM soit perpendiculaire à la vitesse et au champ magnétique, ben, c'est en ayant un champ magnétique soit qui est en Z, là, finalement, soit qui soit en Z positif, donc qui sort de la feuille, ou bien en Z négatif s'il rentre dans la feuille. OK? Puis, de toute façon, dans l'énoncé, on demandait détermine le champ magnétique perpendiculaire. Donc, on n'a pas vraiment le choix ici. Donc, c'est un des deux. Et là, on va le tester. Donc, vitesse vers la droite si mon champ magnétique rentre. Vitesse vers la droite. Je ferme les doigts, mon champ magnétique rentre. Poussez vers le haut, mais n'oublions pas que c'est un électron, donc il faudrait que j'inverse. Est-ce que ma force magnétique pointe vers le bas? Non. Donc, je sais que c'est pas celui-là. Ça, c'est pas le bon. Donc, mon champ magnétique ici, il sort de la feuille. Vérifions-le pour être sûr. Vitesse vers la droite. Mon champ magnétique sort. Donc, ça me donne un pouce vers le bas. Mais c'est un électron, donc je l'inverse. Force magnétique vers le haut. C'est beau. C'est exactement ce que j'ai. Donc, mon champ magnétique, effectivement, il sort de la feuille. Donc, je pourrais le réécrire au long. S'il sort de la feuille, ça veut dire que c'est positif en Z. Donc, mon champ magnétique ici... Positif en Z, c'est 1 fois 10 à la moins 4 K. Parce que positif en Z, me ça en parenthèse Tesla. Et voilà pour le 3A. En B, on nous dit, si on supprime le champ électrique, détermine le rayon de la trajectoire effectuée par l'électron dans le champ magnétique. OK, donc ça fait essentiellement référence à ce qui se passe là quand la particule chargée rentre dans un spectromètre de masse. C'est le cas lorsque j'ai une vitesse, mettons, comme dans ma situation ici, là, j'ai une vitesse vers la droite, mais ma particule est ensuite plongée seulement dans un champ magnétique qui est perpendiculaire. Donc, dans ce cas-ci, mon champ magnétique, on le sait, là, hein, il est sortant. Donc, si c'est juste ça que j'ai, là, j'ai plus ma force électrique. Si j'ai plus ma force électrique, la force magnétique est la seule qui reste. Donc, mon électron va se mettre à dévier comme ça, là. OK? Puis,
à chaque instant, la force magnétique va toujours changer de place, puis elle va toujours pointer vers le centre de la trajectoire. Donc, ce qui se passe, c'est que mon électron, ben, il va courber comme ça, il va faire un bel arc de cercle, puis dans le fond, il va tourner sur lui-même. OK? Donc, c'est ça qui se passe dans un sélecteur de vitesse. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, dans le fond, on applique la somme des forces dans la direction radiale. Mais dans la direction radiale, ça veut dire dans la direction qui pointe vers le centre du cercle, ça date quand même de NYA, cette matière-là, mais on l'avait revu en classe, là. C'est le cas où est-ce que mon accélération est une accélération centripète. Et l'accélération centripète, c'est V carré sur R. Et la seule force que j'ai dans la direction radiale, c'est la force magnétique qui pointe vers le centre de rotation du cercle, ici, là. Ben, c'est ma force magnétique, dans le fond. Ma force magnétique, c'est QVB sin de θ. Mais là, par contre, ça va pas s'annuler les Q ici, parce que FE est plus là. Donc, j'ai juste ma force magnétique. Force magnétique, QVB sin de θ, qui est évidemment 90. Hein? Je n'ai pas changé la vitesse initiale, je n'ai pas changé le champ magnétique, donc c'est encore 90. Là. Donc ça, c'est mon équation à résoudre, puis je cherche le rayon de la trajectoire. Donc je cherche le R qui est là. Ce que je peux annuler, par contre, j'ai une vitesse du côté gauche qui s'annule, puis j'ai une vitesse au carré du côté droit, je peux annuler le carré. Donc Q, je mets tout en valeur absolue ici, là, parce que je m'intéresse à la grandeur là, du rayon. Là. Donc, ça ne ferait pas de sens de mettre des négatifs ici. Donc, c'est la charge d'un électron. Donc, c'est la charge élémentaire. 1,6, 10, moins 19, fois le champ magnétique que j'ai trouvé en A, c'est-à-dire 1 fois 10 à la moins 4. Sin de 90, ça donne 1. Je laisse tomber, là. Masse de l'électron, c'est 9,11 fois 10 à la moins 31, fois la vitesse que j'avais ici, qui était 2 fois 10 à la 6, divisé par mon rayon. Puis mon rayon, c'est mon inconnu, donc je le laisse comme ça. On isole le rayon en pitonnant avec la calculatrice. Et on obtient 11,39 cm. Voici le rayon de ma trajectoire circulaire. Très bien, on enchaîne avec le numéro 4. C'est un numéro de cadre qui va tourner. Alors, on dit un cadre orienté comme sur le schéma ci-contre où le cube a une arête de 20 cm. Quand on parle du cube, là, c'est le cube qui est en pointillé. Là. Puis le cadre réel, c'est celui-là ici. Là. Les deux arêtes du cadre, là, l'arête AB et l'arête CD, coïncident avec une arête du cube. Puis les deux autres côtés, là, côté BC et côté AD, finalement coïncident avec l'hypoténuse, la diagonale là, qui passe là, exactement en plein centre du cube en pointillé. Je pense que vous l'aurez compris, mais il faut bien le visualiser, ce problème-là, avant de le commencer, parce que si on le voit pas bien en 3D, on va être perdu, puis on sera pas capable de résoudre là. Bon, ok, donc le cadre est placé comme ça. Il est parcouru par un courant de 8 ampères. Si le champ magnétique est de 0,4 Tesla orienté vers les X positifs, déterminé en A la force magnétique qui agit sur chaque segment et en B le moment de force qui agit sur le cadre. Bon, on verra rendu là. Ok, donc, première chose qui peut être pratique ici, c'est de redessiner la situation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner vu d'en avant. OK? Donc, c'est comme si je me plaçais là, en avant de l'axe Z ici, là, puis je regardais mon cadre de côté. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir finalement juste le côté BC. Parce que le côté AD serait caché derrière le côté BC. OK? Donc, je ferais ça comme ça. Donc, vu d'en avant, j'ai juste, dans le fond, mon point B ici en haut à gauche, puis mon point C ici en bas à droite. On s'imagine bien, en arrière du B, il y a le point A, puis en arrière du C, il y a le point D. OK? Vu de côté, moi, je fais ça comme ça. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est que je trouve que ça va être plus facile de dessiner chacune des forces qui agissent sur chacun des côtés. OK? Ici, on me dit que le champ magnétique est de 0,4 orienté vers les X positifs. Bon. L'autre avantage de dessiner mon cadre comme ça, c'est que mon système d'axes en 2 dimensions, il est orienté comme ça. J'ai mon X vers la droite, j'ai mon Y vers le haut, puis mon axe Z, c'est comme s'il sortait de la page ici. Donc ici, mon champ magnétique est orienté vers les X positifs.
On va le dessiner ici. Champ magnétique, B. Hein, il est en X, donc il est orienté là, horizontalement vers la droite. OK. Là, on va revenir au schéma. Regardez le courant. OK, mon courant circule comme ceci, selon cette vue-là. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que selon mon schéma à moi, qui est mon schéma en 2 dimensions, c'est le sens du courant qui m'intéresse ici. Là. Regardez, de A à B, le courant va du point A jusqu'au point B. Donc, ça veut dire que selon mon schéma ici, c'est comme si le courant, il sortait de ma page. Hein, parce qu'il part du point A qui est en arrière, puis il vient au point B. Donc, c'est important parce que ça va être utile pour la direction de la force. Donc, je vais mettre mon courant I ici. Hein, c'est comme s'il sort de la page parce qu'il part en arrière du point B. Donc, il part du point A pour aller vers le point B. Et au point C, c'est l'inverse. Si on revient au schéma, regardez, mon courant part du point C, puis il s'en va jusqu'au point D. Donc, selon mon schéma ici, c'est comme si le courant partait ici d'en avant, là, sur ma feuille, puis il rentre dans la feuille pour aller jusqu'au point D. Donc, dans ce cas-ci, mon courant, il rentre dans la feuille. OK? Bon, je vais commencer par ces deux-là, puis après ça, je reviendrai faire là, les côtés qui sont en diagonale. OK. Bon. Sachant ça, sachant aussi que le champ magnétique, la force magnétique, tiens, commençons par la force magnétique AB. Là. Okay? Une force magnétique, quand on a un bout de fil dans un champ magnétique, je vous rappelle là, que ça se calcule de la façon suivante, ILB fois sinus de θ. OK? Donc, pour trouver la direction de la force magnétique, j'ai besoin de faire la règle à main droite entre L et B. Bon, L, dans le fond, c'est la direction du courant et B, c'est la direction du champ magnétique, vous l'aurez compris. Donc, je le fais sur AB. Donc, AB, c'est ça ici. Dans ce cas-ci, mon courant sort de la page et mon champ magnétique est orienté vers la droite. Donc, si je fais la règle à main droite là-dessus, ça va être un peu difficile, mais ouais, ça se fait. Donc, je mets mes doigts au début dans le sens du courant. Donc, ça sort de la feuille. Donc, ça pointe vers mon plafond. Et je dois fermer les doigts dans la direction du champ magnétique. Donc, vers la droite, comme ça. Donc, je ferme comme ceci. Vous voyez que le pouce pointe vers le haut. Essayez-le devant vous. Ça va être plus facile parce que moi, avec mon effet de plongée de la caméra, c'est un peu bizarre, là. Mais si vous le faites, courant champ magnétique, ça donne un pouce vers le haut. Ici. Donc, ça, c'est la force magnétique sur le côté AB. Okay. Bon, c'était ça l'intérêt aussi de faire un dessin là, en 2 dimensions, c'est qu'on peut vraiment mieux voir par où pointent les forces. Maintenant, je vais le faire aussi sur mon côté CD. Et ici, ça va être l'inverse. Vous l'aurez compris, mon courant, il rentre. OK? Donc, le courant qui rentre, on met les doigts qui rentrent dans la feuille et on plie les doigts vers la droite, parce que c'est là que pointe mon champ magnétique. Donc, rentre vers la droite. Regardez, le pouce va vers le bas. Donc, vers le bas, ça veut dire que j'ai une force magnétique sur le côté CD, hein, qui pointe vers le bas. Donc, déjà, juste en voyant ça, on peut s'imaginer que le cadre va tourner en sens horaire, selon la vue que j'ai. Vous pouvez prendre n'importe quel objet. Là. Tiens, on va prendre un plus grand crayon, là. T'sais, si vous poussez sur l'extrémité gauche du crayon vers le haut, puis vous poussez vers le bas sur l'extrémité droite du crayon, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va se passer ceci. Mon crayon va commencer à tourner comme ça en sens horaire. Bon, fait que déjà ici, vous voyez qu'il y aura un moment de force parce que mon cadre va se mettre à tourner. OK. Bon, ça c'est pour les deux côtés qui étaient à l'extrémité, là. Je reviendrai les calculer là, plus tard. Là, ce que je veux faire, c'est aussi dessiner sur le schéma la direction de la force magnétique faite sur les côtés en diagonale. Là. Donc, le côté BC, qui est en avant, là, qui est sur le dessus de ma feuille, là, c'est ce que je vois dans mon dessin. Et côté AD, il est derrière. OK? Donc, je répète, mon côté BC, c'est celui que je vois ici. Puis, selon le schéma, mon courant BC, il s'en va dans cette direction-là.
OK? Puis en arrière de ce fil-là, il y a le point D et le point A, puis le courant va en sens contraire. Mais j'y reviendrai. Commençons par ce bout de fil-là, le côté là, BC. On va faire la même chose. Règle la main droite. Mon courant s'en va par là. Donc, je mets mes doigts dans la direction... OK, attendez, je vais me lever, puis je vais... OK, c'est ça. Courant dans cette direction-là, puis je ferme les doigts vers la droite, parce que mon champ magnétique pointe par là. Donc, je répète, courant par là, je ferme les doigts comme ça. Regardez mon pouce, pointe vers le plafond. OK? Donc, si ça pointe vers le plafond, le côté BC subit une... ouais, j'aurais pas dû le dessiner là. Bon, c'est pas grave. Pointe vers le plafond, donc ça sort de la page, donc on dessine ça comme ça. Un point dans un rond, ça veut dire que ça sort. Ça, c'est la force magnétique sur le côté BC. Voilà. OK? Maintenant, on va faire le côté AD, qui est en arrière. Donc, vous voyez, le courant, là, côté AD, il part du point D, puis il va jusqu'au point A. Donc, dans ce cas-ci, le courant, sur le fil en arrière, il s'en va dans cette direction-là. Donc, la même chose, règle la main droite, mais là, on l'inverse. Courant initial s'en va par là, et je ferme les doigts jusque vers la droite, comme ça, pour aller avec le champ magnétique. Donc là, vous voyez le pouce, il veut rentrer dans la page. Donc, ma force magnétique, ici, on va dessiner un X, veut rentrer, hein? Donc ça, c'est la force magnétique faite par le côté AD. Ou DA, là, comme vous voulez. Là. Force magnétique, tiens, je vais l'appeler AD dans mon cas. Comme ceci. OK? Mais là, ça, ces deux vecteurs force-là, techniquement, ils seraient exactement en plein centre de chaque fil. Je les ai pas dessinés exactement dans le plein centre parce que vous comprendrez que ce serait vraiment un gros bordel. On n'aurait pas vu, là... on n'aurait pas vu chacun des deux individuellement, donc ça aurait été difficile. On se serait perdu dans le fouillis du dessin. Là. Mais techniquement, ces deux forces-là sont exactement en plein centre du bout de fil. Donc, si vous prenez un cadre, je ne sais pas si vous en êtes fait un, puis là, je pense que j'ai perdu le mien. Ouais, bon, ok. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Enfin, si jamais vous avez encore votre cadre, prenez votre cadre, là. Tu sais, vous le mettez comme ceci, là, c'est... Bon, en fait, je vais le faire avec ma calculatrice, tiens. Votre cadre, là, c'est comme s'il est ici, là, comme ça. OK? Puis là, imaginez que sur le côté ici, en haut de votre cadre, vous décidez de pousser vers le plafond. Donc, c'est comme si vous décidiez de lever ici par ce côté-là, ici, en plein dans le centre. Vous levez vers le plafond. Puis, sur le côté du bas de votre cadre, ben, vous faites l'inverse. Vous essayez de le rentrer vers le bas. Donc, c'est comme si je tire sur le côté d'en haut vers le haut. Puis, je tire vers le bas avec le côté du bas, mais avec la même force. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passera rien. Hein? Et ça ne tournera pas, ce cadre-là. Là. Contrairement aux deux forces qui sont à chaque extrémité, ben, comme on l'a vu tantôt, force par là, ben, hein, bien sûr, mon cadre va se mettre à tourner comme ça, en sens horaire. Bon, OK. Fait que là, on a figuré un peu comment ça va tourner tout ça. Mais on a quand même fait un travail assez important, c'est-à-dire de visualiser et de voir dans quelle direction va me pointer chacune des forces. OK? Bon, ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de venir calculer les forces magnétiques de chacun des bouts de fil ici. Puis dans un cadre, si vous avez fait les exercices, j'espère que vous avez fait les exercices avant d'ailleurs, là, chaque fois qu'on a un cadre, la force magnétique sur un bout de fil va être égale à la force magnétique sur l'autre bout de fil qui a la même longueur. Donc ça veut dire que si je calcule force magnétique entre A et B, A et B, c'est le bout de fil qui est ici qu'on voit pas, là, qui est comme de mon point A en arrière jusqu'à mon point B. Bon. Ben, le courant entre AB, ça vaut 8 ampères, c'est donné dans l'énoncé. La longueur de ce fil-là, le fil AB, ben, vous voyez que cette longueur-là, c'est la même longueur que le fil CD. Là. OK? Donc, en paire, les forces magnétiques vont être égales sur AB et sur CD. Même chose, la force magnétique sur le fil BC va être égale à la force magnétique sur le fil AD.
en arrière, parce que ces deux fils-là, ensemble, ils ont la même grandeur. OK? Puis ça, vous l'avez vu, là, c'est toujours le cas. OK? Parce que la grandeur est la même, le courant est le même, le champ magnétique est le même, puis l'angle entre les deux est toujours le même, aussi. OK? Donc, sur le côté AB, on va le calculer, qu'est-ce que ça vaut, là? Donc, mon courant, ça vaut 8. La longueur du fil AB, là, on va peut-être juste revenir au schéma. Vous voyez que le côté AB, il coïncide avec une arête du cube en pointillé. Puis le cube, on a dit, a une arête de 20 cm. Donc, ça veut dire que la longueur de mon fil, c'est 20 cm. Donc, on multiplie par 0.2 parce qu'on le veut en mètres, là. Et l'angle entre le champ... pardon, j'ai oublié de multiplier par B, là. Champ magnétique, c'est 0.4 aussi. Fois 0.4. Bon, là, je suis rendu à l'angle. L'angle entre mon fil et le champ magnétique, ben là, mon champ magnétique pointe en X, puis mon fil, il est en Z ici. Le AB, il est en Z. OK? Donc, ça veut dire que l'angle entre mon axe Z et mon axe X, qui est mon champ magnétique, ben c'est 90 dans ce cas-ci. C'est de 90. Donc, si on fait le calcul ici, ça nous donne 0.64 Newton. Bon. Mais cette force-là, c'est aussi la même chose que la force magnétique qui agit sur le fil d'en bas, là, le fil CD. Pour la même raison, c'est encore ILB sin de θ. Le courant, c'est encore 8. La longueur du fil, comme je vous ai expliqué tantôt, ben, c'est la même longueur que le fil AB, donc c'est encore 0.2. Le champ magnétique, c'est 0.4, ça ne change pas. Et c'est encore le même angle. Sin de 90, parce que ici aussi, mon fil, il est en Z, puis mon champ magnétique est en X. Donc, l'angle entre ça et ça, c'est 90. OK? Donc, bien sûr, ça va donner la même valeur. 0.64 Newton. OK? Bon. Ça, c'est beau. Maintenant, allons voir sur les deux autres fils. Là. Les deux fils qui sont diagonales. Et là, je peux tout de suite dire que la force magnétique sur le fil BC est égale à la force magnétique sur le fil AD, comme je vous ai bien expliqué. Là, je pense que vous avez vu la démonstration. Là. Hein, même longueur de fil, même angle, donc ça va donner la même chose. Là. Donc, ILB sin θ. I, c'est le courant qui circule, c'est encore 8, ça n'a pas changé. L, A. Là, il faut y penser un petit peu. Mes petits fils AB et CD avaient une longueur égale à l'arête du cube, 20 cm. Mais si vous regardez le fil BC et le fil AD, là, étant donné qu'ils sont en diagonale dans la moitié du cube ici, là, ben la longueur de ce fil-là ne vaut pas 20 cm. Ça vaut un peu plus parce que si vous regardez, je vais le dessiner ici, là, hein, on a notre face en avant du cube, là, le point B il est ici. Point C il est ici, puis mon fil entre les deux, c'est ça, là. Bon. Mais cette distance-là, c'est la longueur du fil, mais cette distance-là ne vaut pas 0.2, parce que la base de mon carré ici, ça, c'est 0.2, puis la hauteur de mon carré ici, ça, c'est 0.2. Donc, cette longueur-là, ici, là, c'est l'hypoténuse d'un triangle qui a une base de 0.2 et une hauteur de 0.2. Donc, la longueur de mon fil BC, je vais l'insérer directement dans mon équation, là, ça va être 0.2 au carré plus 0.2 au carré et je prends la racine de ça parce que moi je veux l'hypoténuse qui est là. Hein? C'est Pythagore que j'ai appliqué là, ici. Fois 0.4 qui est le champ magnétique fois sinus et là, attention, ce ne sera pas 90 ici parce que mon fil, hein, vous le voyez, est en diagonale là, comme ça. Là. Puis mon champ magnétique il est ici en X. Donc là, vous le voyez, là, l'angle entre mon fil et l'horizontale, ce n'est pas 90, ça. C'est 45, parce que regardez. Là. Ça, c'est 45 degrés. Hein, avec un cube, tous les angles, là, quand on scinde, là, quand on relie un coin à l'autre, ben, c'est 45 degrés, parce que symétrie, c'est un cube. Donc, c'est 45 mon angle ici, c'est pas 90 degrés, là. OK? Ça, c'est important ici aussi. Et là, on retrouve quelque chose d'assez particulier. Ce qui se passe, c'est que pour les fils BC et AD, on a augmenté leur grandeur, mais on a diminué du même facteur leur angle. Ça veut dire que si vous calculez ça, là, cette ligne-là,
ben vous serez surpris de retrouver 0,64 Newton. Exactement la même chose que ces deux-là. Bon. Ça, c'est un cube. C'est vrai quand mon cadre comme ça est placé là, sur les arêtes d'un cube. C'est le seul cas où est-ce que vous allez retrouver des forces là, pareilles tout le temps, équivalentes comme ça. Donc, ne prenez pas ça pour du cash, parce que si vous n'avez pas de cube à l'examen, ben là, les valeurs ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc ici, disons, c'est un heureux hasard, là, mais c'est ça, à ne pas prendre comme généralité. Là. OK? Bon. Donc là, j'ai trouvé la grandeur de chacun des vecteurs force. J'ai dessiné leur orientation. Donc, dans la question, on ne demandait pas juste le module. Donc, on demandait la grandeur, bien sûr, et la direction. Fait que là, tout ce qui me reste à faire, ben, je peux réécrire de façon un peu plus officielle là, chacun de mes forces. Donc, allons-y. Force magnétique sur le côté AB. Là, je l'écris en vecteur. Côté AB, vous voyez, c'est la force magnétique qui est ici, qui pointe vers le haut. Positif en Y, donc ça veut dire 0.64 J, positif en Y. Je mets ça entre parenthèses, Newton. Force magnétique sur le côté BC. Côté BC, c'est le côté diagonal qui est là. Okay, vous voyez, j'avais dessiné ici la direction de la force magnétique. Ça sort de la feuille. Sortir de la feuille, c'est positif en Z. Donc, la façon vectorielle de l'écrire, ça va être positif en K. K, c'est le vecteur unitaire associé à l'axe Z. Je mets ça entre parenthèses, c'est des newtons. Ensuite, force magnétique du côté CD. Bon, bien sûr, ce sera 0.64, là. Mais CD est ici, là. C'est celui qui pointe vers le bas. Vers le bas, ça veut dire négatif en Y. Ça veut dire négatif en J. C'est entre parenthèses, Newton. Force magnétique, de l'autre côté qui me reste, le côté DA ou AD, là, c'est pas grave, là, l'ordre, là, AD ou DA, c'est pas grave. Donc, on l'a fait ici. Ça rentre dans la feuille. Rentrer dans la feuille, selon mon axe Z ici, c'est négatif en Z. Donc, négatif en K. Comme ceci. Newton. Voilà. Donc ça, c'est la réponse que je voulais voir en A. Pas juste la grandeur, je voulais aussi voir la direction. Donc il faut le donner là, comme ça là, en vecteur. Presque fini, on a fait le plus dur, je vous rassure. Maintenant, en B, on voulait le moment de force subi par le cadre. Bon. Là, ici, j'ai des étudiants qui ont fait qui ont suivi le livre. OK? Qui ont suivi le livre, puis dans le livre, on donne une équation avec un moment dipolaire associé au cadre. C'est correct. C'est correct. Si vous voulez utiliser ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je pense que je vais vous le montrer, là. Je vais vous montrer l'équation. Section 4.5. Dans le livre, il le montre comme ça, là, avec cette équation. Oups, excusez, vous ne le voyez pas. Cette équation-là, là, moment de force égale au moment dipolaire mu fois B fois sin de θ. Je ne l'ai pas montré comme ça, moi. Fait que, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Si vous voulez utiliser celle-là, il n'y a pas de problème, allez-y. Moi, la façon que je l'ai montré, bon, c'est avec le moment de force, qui est la vieille équation que vous avez vue en NYA. Donc, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes, ça ne me dérange pas, et de toute façon, vous avez les deux équations là, dans la feuille de formule. Le moment de force il est donné ici, dans la section rappel de NYA, puis vous l'avez aussi dans la formule ici, là, avec le moment dipolaire magnétique, là, avec le mu qui est en avant, puis l'équation. Donc, vraiment, là, vous avez liberté ici là, d'utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes. Moi, je préfère m'en tenir à la méthode là, de base, là, donc la méthode NYA, qui est finalement là, ceci. Moment de force, c'est égal à la force fois la distance R qui relie l'axe de rotation au point où la force est appliquée, fois sinus de θ. OK? Bon. Puis là, il y aurait techniquement un moment de force à chaque segment de fil. Ouais.
Oui, il y en aurait techniquement un à chaque segment de fil, c'est juste qu'il y a 2 fils que leur moment de force va être égal à 0. Je pense que vous aurez compris lesquels, là. Hein, ces 2 bouts de fil-là, les fils qui sont en diagonale, étant donné qu'ils ne vont pas participer à faire tourner le cadre, on peut tout de suite dire que leur moment de force va être égal à 0. Donc, moment de force de BC est égal au moment de force de AD est égal à 0. OK? Dans le calcul, pourquoi ça donnerait 0? C'est à cause de l'angle. Okay? L'angle entre la force Fm et la direction R, qui est dans le fond la direction de la force, là, donc dans ce cas-ci, ça rentre ou ça sort, c'est 0 degré. Parce que c'est soit 0 ou 180. Là, si on le regarde du dessus, on le verrait mieux. Là. Donc, ça donnerait 0. OK? Vous pouvez l'expliquer comme ça avec l'angle, ou bien si vous le comprenez, si vous le voyez là, que ces 2 forces-là ne vont pas faire tourner le cadre, c'est correct, vous pouvez m'écrire directement 0, puis en me justifiant ne participeront pas à faire tourner le cadre. Là, bon, ça va être correct. Okay? Les 2 autres, par contre, eux, ils vont avoir un moment de force. Donc, moment de force fait par le côté AB. Celui-là, on va bien le faire au long. Là. Donc, je veux faire grandeur de la force fois la distance R fois sin de θ. Grandeur de la force du côté AB, bon, bien sûr, je l'ai trouvé, c'est 0.64. Fois R. OK. Là, le R qui est là, ne nous trompons pas, ce n'est pas la longueur du fil. C'est la distance entre l'axe de rotation et l'endroit où est appliquée la force. Bon. Puis là, je reviens sur mon dessin. On est d'accord que ça, si c'est mon cadre, il va tourner comme ceci en sens horaire. Bon. Mais il y a un axe de rotation là-dessus. Là. L'axe de rotation, c'est exactement le point milieu de mon cadre. Donc, dans le point milieu de mon segment en diagonale ici, là, je vais dessiner une étoile ici. Ça, c'est mon axe de rotation. Puis tout le cadre va tourner autour de cet axe de rotation-là. Donc, le R, c'est la distance entre cet axe de rotation-là et le point où est appliquée ma force. Donc, finalement, cette distance-là, c'est la moitié de la longueur de mon fil BC. OK? Mon fil BC, on avait dit qu'il avait une grandeur de 0.2 carré plus 0.2 carré racine. Hein? C'est la longueur de mon fil BC. Moi, je veux la moitié de ça parce que je suis ici, en plein ensemble. Donc, on va diviser la grandeur par 2. Fois sinus de θ. Bon, là, faisons attention. Le θ ici, c'est l'angle entre la distance R, qui est cette distance-là, et la force magnétique qui est là. OK? Donc, pour faire cet angle-là, on veut prendre le plus petit angle. Donc, si je continue, je fais des pointillés avec ma distance R, là. Vous voyez ça comme ça? Dans le fond, c'est l'angle ici qu'on veut. Bon, étant donné que c'est une diagonale qui relie les 2 coins d'un carré, ben vous aurez compris là, que ça, dans le fond, c'est 45 degrés. Hein? C'est directement là, la moitié de 90. Donc, sin de 45. OK? Et donc ça me donne le moment de force fait par le côté AB. Et là, ce que je viens de cacher, ma réponse, il est ici. Donc ça donne 0.064. OK? Ça, c'est pour le côté AB. Je peux faire la même chose avec le côté opposé, là, le côté CD, mais je vous le dis, ça va donner la même chose. Là, parce que la force sur le côté CB, ben, c'est la même force. 0.64. Fois la distance R. Bon, la distance R, là, c'est cette racine carrée-là, encore divisée par 2. Cette racine carrée-là, si vous le pitonnez, là, ça donne 0.28. Divisé par 2, bien sûr, encore. Fois sin de 45. Même chose. Parce que là, dans le fond, ma distance R, c'est cette distance-là. Si je la continue en pointillé, ça donne quelque chose comme ça, là. Donc, l'angle entre les deux, c'est ça ici. Mais c'est encore 45 degrés, ça, par symétrie là, du carré. Donc, on fait le calcul, ça donne 0.064. Donc, ça, c'est la grandeur des deux moments de force. Et donc, finalement, le moment de force total, ben, ça va être l'addition des deux. Ça plus ça donne donc 0.128 Newton-mètre. Pourquoi on additionne puis pourquoi il n'y en a pas un qui soustrait l'autre? Ben, c'est parce que les deux moments de force
veulent faire tourner le cadre tous les deux dans le même sens. Dans le fond, la force qui est là, toute seule, elle contribue à faire tourner le cadre en sens horaire. Et la force ici, toute seule, elle aussi contribue à faire tourner le cadre en sens horaire. Donc, puisque les deux veulent faire tourner le cadre dans la même direction, ben, ils vont s'additionner parce que les deux pointent dans la même direction. Dans le même axe là, de rotation, les deux pointent dans la même direction. Donc, ça, c'est pour la grandeur du moment de force. Maintenant, on peut terminer avec un petit bout de phrase, là, parce que, souvenons-nous, quand on calcule un moment de force, il faut le donner par rapport à notre sens de rotation. Là. Fait que, ici, j'avais donné la réponse. Là. Dans le sens horaire, si on se place sur le côté BC. Donc, vu d'en avant, c'est exactement comme mon schéma. Là. Si on se place en avant du côté BC, on va voir tourner ça en sens horaire. Tout simplement. Voilà qui complète le numéro 4. Phew, quand même un gros numéro. Hein? Il y avait beaucoup de réflexions à faire ici, mais je vous rassure, c'est pas mal le plus difficile qu'on pourra vous demander là, en examen. Un numéro de cadre, du moment qu'on sait comment faire, ben, on répète toujours là, la même petite recette, puis on y arrive comme ça. Bon. Numéro 5, on va se relaxer un petit peu et être drôlement moins complexe. Donc, considérez le générateur linéaire représenté sur le schéma ci-contre. La longueur de la tige jaune est de 30 cm. Le champ magnétique est de 0,8 Tesla. La résistance R est de 15 ohms. Le courant induit est de 4 mA. Bon, première question. Pour obtenir un courant induit orienté comme sur le schéma, donc ça veut dire courant induit qui circule en sens anti-horaire, quelle doit être la vitesse, module et orientation de déplacement de la tige? Bon, là, regardez ce schéma-là. Vous avez, pour la direction de la vitesse, vous avez deux possibilités. Là. Hein? Soit que la tige monte, comme ça, soit que la tige descende. C'est un ou l'autre. Là. Je veux dire, la tige ne peut pas se déplacer de gauche à droite, puis elle ne peut pas non plus se déplacer en Z. Hein? Elle ne va pas rentrer ou sortir de l'axe Z. Là. Je veux dire, cette tige-là doit se déplacer le long des deux tiges de métal que vous voyez en gris. Là. Donc, deux choix. Soit qu'elle se déplace vers le haut, soit qu'elle se déplace vers le bas. C'est l'un ou l'autre. Bon. Mais ce que je sais, c'est que je veux un courant induit en sens anti-horaire. Donc, on peut tester les deux possibilités. Testons la première possibilité. Le cas où la tige jaune se déplace vers le haut. Qu'est-ce qui se passe si la tige jaune se déplace vers le haut? Le flux à l'intérieur du cadre est en train d'augmenter, parce que je suis en train d'augmenter l'air à l'intérieur du cadre. Hein? Donc, si le flux augmente, le cadre va vouloir créer un courant induit qui veut s'opposer au champ magnétique externe, déjà présent. Le champ magnétique externe, il sort de la feuille. Donc, si la tige va vers le haut, le champ magnétique induit irait dans la feuille ou dans l'écran. Et donc là, par règle à main droite, si je redessine mon cadre, là, je veux m'opposer au champ magnétique externe qui sort. Donc, je veux un champ magnétique induit qui rentre. Donc là, regardez mes doigts, ça tournerait en sens horaire. C'est tout ça qu'on veut? Non. Nous, on veut expliquer le courant induit en sens anti-horaire. Et là, on vient de tester l'hypothèse que la tige va vers le haut. Donc, si elle ne va pas vers le haut, bien sûr, vous aurez compris qu'elle va vers le bas. Mais je vais quand même faire le raisonnement au long, juste pour qu'on s'assure qu'on comprenne bien, là, c'est quoi l'autre raisonnement, là. Donc, si la tige va vers le bas, ça veut dire qu'on est en train de réduire l'air du cadre. Donc, ça veut dire qu'on réduit le flux. Si je réduis le flux, le courant induit voudra créer un champ magnétique induit dans le même sens que le champ externe. Donc, je récapitule, si la tige va vers le bas, on veut créer un champ magnétique induit dans le même sens que l'externe, donc qui sort de la feuille lui aussi. Donc, je veux un champ magnétique qui sort de la feuille comme ça. Regardez les doigts. Ah, ben là, courant induit en sens anti-horaire. C'est exactement ça qu'on veut. Donc, c'est comme ça
qu'on arrive à la conclusion que la tige doit se déplacer vers le bas pour que j'ai un courant induit dans cette direction-là. OK? Donc ça, c'est tout le raisonnement. Je le retranscrirai pas, là, mais bien sûr, toutes ces étapes de raisonnement-là, il faut être capable de les faire par vous-même et de me les expliquer dans un examen. OK? Donc, si je récapitule, là, si la tige va vers le bas, le flux diminue parce que l'air diminue. Si le flux diminue, le champ magnétique induit sera dans le même sens que le champ magnétique externe. Ensuite, par la règle à main droite, ce champ magnétique induit-là implique un courant induit dans le sens antihoraire. Voilà la justification. OK, ça c'est la direction de déplacement de la tige. Maintenant, on veut connaître la grandeur de la vitesse de déplacement de la tige pour avoir un courant, comme on dit dans l'énoncé, là, de 4 mA si la résistance est de 15 ohms. Bon. OK. Pour ça, on va avoir besoin de la petite équation qui est dans la feuille de formule, qui nous donne finalement l'électromotance induite dans une tige qui se déplace. Ben, c'est exactement ça qu'on a ici, là. C'est une tige qui se déplace dans un champ magnétique. Donc, cette tige-là va induire une électromotance. Elle va agir comme une pile. Et son électromotance est égale à VLB. OK? Cette équation-là me donne l'électromotance. Mais l'électromotance de la tige, qui agit comme une pile, ça va aussi être égal à RI. Par la loi d'Ohm. Ben oui, parce que imaginez-vous que cette tige-là devient une pile. Elle va fournir un delta V. Et ce delta V-là va se dissiper à travers l'unique résistance qui est ici, là. Donc, si vous vous imaginez que la tige est une pile, ben la différence de potentiel de cette pile-là est directement égale à la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Donc, je peux dire delta V est égal à RI. Ou bien, dans ce cas-ci, epsilon est égal à RI parce que c'est une électromotance induite. Donc, c'est ce que je fais ici. Okay? Donc là, je mets directement en équivalence là, VLB et RI. Bien sûr, mon inconnu ici, c'est la vitesse de la tige que je cherche. L, c'est la longueur de la tige. On me le donne dans l'énoncé, c'est 30 cm, donc 0,3 m. Le champ magnétique ambiant, c'est 0,8 Tesla. La résistance est donnée dans l'énoncé aussi, ça vaut 15 ohms. Et mon courant I est donné dans l'énoncé, c'est 4 mA. Donc, on va juste le mettre en ampères. Donc, 4 mA, c'est 0,004 ampères. On isole V, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et on trouve la réponse, 0,25 mètres par seconde. Vers le bas. C'est exactement ce qu'on a trouvé. En B, afin de conserver la vitesse en A constante, quelle serait la force extérieure nécessaire à appliquer sur la tige? Bon. Là, c'est bien important de comprendre que ma tige est en train de se déplacer vers le bas. On va le dessiner. Ma tige se déplace vers le bas. À l'intérieur d'un champ magnétique, toujours, qui sort. OK? Bon. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tige qui se déplace dans un champ magnétique, on le sait, ça subit une force, ça, là. OK? C'est ce qu'on a pratiqué, là, juste avant dans le... Ouais, je dirais pas, là, dans le problème du cadre, là. Hein? Une tige subit une force magnétique égale à ILB sin de θ. Mais là, puisque ma tige se déplace, il y a un courant qui la traverse. Le courant qui traverse la tige est par là. Donc là, ma tige, elle a un courant, I. Elle a bien sûr une longueur. Et elle est à l'intérieur d'un champ magnétique. Donc, cette tige-là va subir une force magnétique. Regardons dans quelle direction est cette force magnétique-là. Avec cette équation-là, on met les doigts dans la direction du courant et on ferme dans la direction du champ magnétique. Donc, courant vers la gauche, je ferme les doigts dans le sens du champ magnétique, donc sort de la feuille. Regardez, le pouce va vers le haut. Ça veut dire que ma tige, pendant qu'elle se déplace vers le bas, pendant qu'elle a un courant induit, elle subit une force magnétique
vers le haut. Donc ça veut dire que si je donne une vitesse à ma tige, puis je la laisse aller, la force magnétique qui est là va ralentir la tige. Parce qu'elle se déplace vers le bas, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui tire sur la tige vers le haut. Donc, éventuellement, la tige va s'arrêter. Okay? Donc, sa vitesse va diminuer, puis éventuellement, elle va s'arrêter. Donc, la question dit, quelle devrait être la force extérieure que je dois appliquer sur la tige pour empêcher qu'elle ralentisse? Donc, pour qu'elle puisse continuer de se déplacer à vitesse constante. Pour se déplacer à vitesse constante, vous l'avez fait beaucoup en NYA, on veut que la somme des forces qui agissent sur la tige soit égale à 0. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on veut une force extérieure égale et opposée à la force magnétique. Donc, ça me dit que ma force extérieure sur la tige doit être orientée vers le bas, dans le même sens que ma vitesse, et qu'elle doit avoir la même grandeur que la force magnétique. Ben oui, parce qu'on veut l'annuler, exactement. Donc, force magnétique est égale à force extérieure. Mon inconnu ici, c'est force extérieure. Mais force magnétique, je le sais, je peux la calculer, c'est ILB sin θ. ILB sin θ va donc être égal à force extérieure. Le courant I, c'est le courant induit qu'on donnait dans l'énoncé, c'est 4 mA, donc 0.004. L, c'est la longueur de la tige, 30 cm, donc 0.3. Champ magnétique, ça, faites attention, c'est le champ magnétique extérieur, c'est pas l'induit, là. C'est le extérieur, celui-là ici, là, qui vaut 0.8 Tesla, fois sin de l'angle. OK. C'est l'angle entre le fil et le champ magnétique. Le fil, il est comme ça, là, il serait comme en X. Puis mon champ magnétique, il sort de la feuille, il est en Z. Bon, ben l'angle entre X et Z, c'est 90. Force extérieure. Voilà. OK. J'ai tout ce qu'il faut. Je peux calculer ça. Force extérieure égale 0.00096 newton. Mais là, attention, ça c'est juste la grandeur. Dans l'énoncé, on me demande la force extérieure, donc je veux pas juste la grandeur, je veux aussi la direction. Mais la direction, je l'ai trouvée, c'est vers le bas. Fait que là, au choix, ou bien vous dites 0.00096 newton vers le bas, vous l'écrivez en mots, ou bien vous l'écrivez vectoriel, là. Force extérieure. Dans ce cas-ci, si on avait un système d'axe classique, là, X vers la droite, Y vers le haut, ben, ça serait négatif en Y, cette force-là. Moins 0.00096 J Newton, centre parenthèse. Voilà ma réponse au 5B. Donc, ça fait le tour de notre examen formatif. Il est peut-être un peu long dans la manière qu'il est présenté ici, dans le sens que votre examen, il faut qu'il fitte sur 2 heures, puis considérant que c'est fait à la maison et tout ça, là, votre examen que je vais concevoir, là, il est prévu pour durer 1 heure. Okay? On vous donne 2 heures parce que, charge supplémentaire de stress peut-être là, à la maison, puis bon, il faut manipuler, il faut uploader là, votre image ensuite. Fait que c'est ça. Je vise un examen de 1 heure, mais je vous donne 2 heures. Fait que là, tu sais, juste pour comparaison, cet examen-là, honnêtement, là, je pense pas que vous l'auriez fait en 1h30. Là. Je pense pas. C'est quand même assez long comme examen. Donc, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'un peu plus court là, pour l'examen. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente préparation et bien sûr, ça m'a fait plaisir de vous enseigner là, pendant la session qui a été très, très particulière. Donc, lâchez pas le bon travail. Ça achève très bientôt. Puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci et de bonnes vacances à vous.